Salut à toutes et à tous, c'est Zaku, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo sur koh le feu sacré, vidéo qui portera sur le premier épisode. On va analyser et je vais vous donner mon avis tout au long de cette vidéo. Mais avant tout ça, je tenais à m'excuser, cette vidéo sort un peu tardivement. L'épisode est sorti mardi et j'enregistre ça samedi soir. J'étais loin de chez moi et donc loin de mon ordinateur, je ne pouvais donc pas enregistrer. Et donc j'espère que voilà, cela vous dérangera pas que cette vidéo sorte un peu tard. Concernant les prochaines, je ne ferai peut-être pas tous les épisodes, parce qu'on sait très bien que dans koh il y a des épisodes moins intéressants ou moins palpitants. Mais donc parfois je traiterai peut-être d'un ou deux épisodes sur la même vidéo, parce que j'ai aussi ma vie personnelle et je me vois pas sortir une vidéo par semaine. Je me vois mal tenir le rythme. Dernière information, je sais qu'il y a beaucoup de fans de koh qui aiment bien regarder le générique ou les previews donnés par TF1. Mais personnellement, je ne regarde que le teaser de fin d'épisode et je ne regarde pas du tout le générique. Euh, donc, s'il vous plaît, si vous pouvez éviter de donner des éléments qui pourraient potentiellement donner des informations concernant la suite de la saison, ce serait très cool. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà l'information de tel candidat qui est sur telle épreuve mythique, qui arrive tard en général dans les saisons, et donc on peut supposer que ce candidat arrive loin. Je ne suis au courant de rien, donc je vous remercie de voilà, de pas trop d'éviter d'en parler, ce serait vraiment sympathique. Donc voilà, on peut commencer la partie analyse. C'est parti. En premier point, j'avais envie de parler un peu du déroulé de l'épisode, de tous les twists mis en place par la prod et de donner mon avis dessus. Alors bien sûr au début, on a les candidats qui sautent du bateau. Ça fait très plaisir de voir cette scène. Ce n'est pas toutes les saisons où ça arrive et c'est toujours un moment phare dans koh. Non, moi le premier point que j'avais envie de parler avec vous, c'était par rapport au parcours du combattant, qui est donc la première épreuve de l'aventure et de cet épisode. Mettre le parcours du combattant en première épreuve, je suis pas le plus grand fan. On connaît pas trop les candidats, donc on n'a pas forcément de personnes à soutenir. On s'en fiche un peu du classement. Je suis, je suis moyen fan. Autant dans la légende, ça pouvait passer parce qu'on connaissait tous les candidats et c'était vraiment une démonstration de force de leur part. Autant là, ben, c'est pas incroyable quoi. Surtout qu'en plus, l'épreuve, je l'ai pas trop appréciée. C'est-à-dire que je l'ai trouvé un peu prévisible par rapport aux gagnants des différents parcours. Et la seconde partie de l'épreuve, pareil, et elle m'a pas très emballé. Alors que pourtant c'est un classique post-parcours du combattant, mais en général, ben, j'ai quelqu'un à soutenir, donc je suis plus investi. Mais là, non. Nicolas et Elena, je m'en fichais un peu. C'est deux candidats hyper sportifs, les plus sportifs du casting. Ils m'avaient pas marqué plus que ça, donc franchement, rien à dire. Je trouve que cette épreuve en première, c'était assez moyen. Même s'il y a eu des candidats qui se sont un peu révélés, qui m'ont bien surpris, on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, j'avais envie de parler du choix de la production, de ne pas créer les équipes tout de suite, de ne pas laisser les candidats créer les équipes tout de suite, mais de les laisser une journée, tous ensemble, à 20, sur un même camp. Alors évidemment, ça a amené à des moments très rigolos, puisque 20 sur un camp, c'est quand même vite le bordel. Mais je trouve ça très intéressant comme choix de la production, car ça permet, dans une saison qui s'annonce très stratégique, ou plus orientée stratégie, de créer des liens entre les candidats. On sait que le défaut de koh c'est que les équipes, une fois arrivées à la réunification, s'éliminent sans forcément qu'il y ait d'alliance entre candidats d'équipes différentes.
Et là, le fait que la production choisisse de d'abord créer des liens entre candidats, puis de les séparer entre équipes, c'est vraiment intéressant. Et on a aussi ça finalement avec le talisman du feu sacré, puisque le feu sacré permet à un candidat d'aller sur le camp de l'équipe d'en face et de potentiellement sauver des gens. Donc ça renforce encore ce lien entre les candidats et ça permet de créer des ponts pour la réunification qui seront, je pense, fort utiles. Je pense aussi qu'il y aura un swap, ça arrive régulièrement, et ça va encore renforcer ce lien. Donc franchement, c'est très cool. Ça a permis aux candidats de bien se connaître plutôt que d'avoir des préjugés sur des candidats de l'équipe d'en face, comme on a pu avoir par exemple avec la saison précédente, où tout le monde était persuadé que Jean-Philippe de la team verte était un connard alors que c'était un mec adorable. Donc franchement vraiment très cool. Après ça, nous avons la création des équipes. Bon, classique. On a 2 équipes. Moi, je suis pas très fan du format à 2 équipes. J'aime bien quand il y a 3 ou 4 équipes. Je trouve que le rythme est beaucoup plus soutenu. Et puis c'est 2 chefs d'équipe qui choisissent un par un leur partenaire. Oh, c'est du classique. J'aurais préféré une autre manière. Genre par exemple de demander aux candidats dans quelle équipe ils auraient voulu aller et trouver un système pour que ça se fasse. Car là, on aurait pu voir la tête décontenancée d'Elena, voyant que personne voulait être avec elle. Je pense que ça aurait été un très bon moment. Mais bon, création d'équipe classique, on va pas se plaindre. Pour la seconde épreuve, je l'ai trouvée vraiment bonne, qui faisait pas forcément travailler le physique. Petite épreuve physique au début, mais c'était pas très important. La plus grande importance, c'était vraiment la cohésion entre équipes et trouver une voix un leader qui représente ton équipe. Et franchement, l'épreuve était cool, vraiment intense, très serrée, du bon spectacle. Franchement, par rapport au parcours du combattant, c'est du bon cru. Pour le twist du talisman sacré, bon, pour l'instant, on n'en a pas vu énormément de possibilités puisqu'il a été utilisé pour se défendre soi-même alors que le candidat Nicolas n'était pas en danger. Donc on peut toujours pas savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, même si je pense que c'est plutôt positif personnellement. Mais j'ai remarqué une chose qui est très importante et qui rend le talisman encore plus fort, c'est qu'il est utilisé après les colliers d'immunité. Et ça, c'est hyper important, car admettons que le candidat qui est le talisman ait l'avantage au niveau des votes, il pense éliminer quelqu'un. Si la personne utilise un collier, alors il se dit peut-être que les votes vont lui retomber dessus, et donc il peut utiliser le talisman sur lui pour se défendre. Alors que s'il avait utilisé le talisman avant pour défendre un ami, et que les colliers étaient utilisés après, il aurait potentiellement pas pu se défendre. Donc ça rend encore le talisman plus puissant, et ça me fait un peu peur, parce que la dernière fois qu'on a eu un objet qui pouvait être utilisé après un collier d'immunité, c'était le bracelet noir dans les armes secrètes, et le bracelet noir c'était vraiment, je pense, la pire idée qu'ait eu la production avec l'anneau d'or. Donc à voir, je reste emballé par le twist, il offre beaucoup de possibilités, mais attention quand même. En deuxième point, je voulais bien sûr parler des capitaines et des 2 équipes, car Nicolas et Elena occupent quand même une grande partie du temps d'écran de cet épisode, et quasiment tout l'épisode est centré sur la dualité entre les deux, donc je vais donner mon avis sur les 2 capitaines, en commençant d'abord par Nicolas. Nicolas a remporté assez aisément le parcours du combattant. J'étais persuadé que ce serait lui qui le remportait. Là-dessus, j'ai eu absolument aucun suspense. Et franchement, il fait un excellent épisode. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. Il est gentil, tout le monde l'apprécie. Il est bon en sport, bon en survie et socialement très apprécié pour l'intégralité des candidats. Tout le monde veut être dans son équipe. Et franchement, il a l'air vraiment d'être un candidat parfait. Mais
peut-être justement trop parfait. J'ai rarement vu un candidat aussi mis en avant dès le premier épisode et qui ne semble avoir aucune faiblesse. C'est un truc de fou. À part peut-être la stratégie, parce qu'on a vu que le talisman du feu sacré, il l'a pas utilisé de manière opportuniste. Je pense qu'il coche absolument tous les points du jeu et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je n'arrive pas à apprécier ce candidat. Il a l'air excellent partout et justement, je trouve que ça le rend assez fade. Il est trop parfait, il lui faudrait un défaut pour que je commence à l'apprécier en fait. On pourrait le comparer un peu à un Freddy ou à un Aurélien des armes secrètes, qui eux aussi semblaient invincibles dès leur début de saison. Mais pour Freddy, on a vite vu que son côté arrogant et son manque de social, ça s'est vite dévoilé dès le premier épisode. Et pour Aurélien, on a vite vu que être leader de son équipe l'a rendu, pareil, beaucoup moins social, beaucoup moins gentil. Et donc j'espère que pour Nicolas, il aura d'autres personnalités que le gars sympa qui fait du sport et qui est fort partout. Sinon, je vais avoir du mal à le soutenir. Mais il reste quand même bien meilleur qu'Elena, selon moi. Parce qu'Elena, elle fait un début de saison assez catastrophique. Elle se met quasiment l'intégralité des candidats à dos. Personne n'a envie d'être dans son équipe. Elle se vante, elle est arrogante. Et c'est même pas de l'arrogance de manière un peu drôle, non, c'est vraiment de l'arrogance. On a envie de dire bon, lâche-nous la grappe, ok, t'es forte, mais dégage de l'aventure, tu nous saoules. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est justement, elle est pas fade, quoi. Elle nous procure des émotions, mais ok, peut-être que la candidate, j'ai moins envie de la soutenir que Nicolas, mais je la trouve beaucoup plus intéressante et je pense qu'elle va apporter vraiment une excellente touche pour ce début de saison et qu'elle va être centrale au moins jusqu'à la réunification. Pour les équipes ensuite, il y a à peu près de la même manière une dualité un peu représentative de leur chef d'équipe, je trouve. C'est-à-dire qu'on a une équipe rouge avec beaucoup de personnalité, beaucoup de candidats qui se démarquent, qui ont l'air d'être un peu grande gueule, de prendre de la place, de vouloir prendre le leadership. Et de l'autre côté, on a des jaunes très effacés, qui ressemblent vraiment à Nicolas, c'est-à-dire gentils, font pas grand-chose, pensent pas trop stratégie, ne s'engueulent jamais, etc. Donc voilà, j'ai une énorme préférence pour les rouges, qui je pense seront beaucoup plus intéressants à la fois sur le camp, sur les épreuves, car j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup plus de candidats qui peuvent se révéler, et dans les conseils. Donc je pense que parfois j'aurais envie que les jaunes gagnent, juste pour voir les rouges au conseil, parce que je pense que ça va vraiment péter, et ça fait très plaisir. J'ai vraiment hâte de voir les conseils des rouges, je pense que ça peut partir dans tous les sens. Je vais maintenant, dans cette troisième partie, parler d'autres faits marquants et de candidats qui m'ont intéressé cet épisode. Je vais d'abord commencer par Alexandre, le stratège de la saison, ou en tout cas c'est comme ça qu'on veut nous le vendre. Alors Alexandre, moi j'ai du mal. J'adore sa vision du jeu, de vouloir éliminer les candidats importants, les grosses têtes, mais je le trouve un peu froid. Il manque de personnalité et il se rabaisse en permanence sur les épreuves en disant qu'il est le plus nul, etc. Et je pense que ça va lui être défavorable à la fois pour les téléspectateurs et pour les candidats. J'ai du mal à voir comment on peut s'attacher à lui, à part avec son côté stratège. Et du coup, j'ai du mal à l'imaginer comme un excellent stratège. Il fera peut-être un ou deux bons coups, j'y crois encore. Il a pas mal d'occasions, surtout avec Elena qui est détestée. Mais j'ai du mal à l'imaginer comme un excellent stratège, car les meilleurs stratèges,
en général, réussissent à se faire apprécier au moins par leur équipe au départ. Mais bon, là, il a une occasion en or, pouvoir éliminer Elena. J'ai d'ailleurs adoré qu'il veuille être direct dans son équipe pour l'éliminer, ça c'était excellent. Il peut facilement rallier Anne-Sophie ou alors Elodie dans sa poche, qui elles aussi veulent éliminer Elena. Donc courage Alexandre, je crois en toi. En parlant d'Elodie, je fais juste un petit point sur elle. Je l'adore. Quand j'avais vu son portrait, je me disais que c'était 50-50. Soit j'allais adorer, soit j'allais la détester. Et pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je la trouve pas trop dans l'excès. Euh, Elle veut éliminer Elena, donc ça, je trouve ça excellent. Et même le côté je chante de l'opéra m'a pas trop dérangé. Et en plus, sur les réseaux sociaux, elle semble avoir une assez bonne autodérision et un second degré. Et c'est ce que j'aime le plus chez les candidats, c'est quand ils arrivent à se moquer d'eux-mêmes. Et voilà. Donc Elodie, peut-être bien mon coup de cœur féminin de l'épisode. Après, oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de candidates que j'aime. Donc c'est pas très difficile d'être mon coup de cœur féminin. Mais voilà. Elodie, je la surveille de près. Quitte à parler de coup de cœur, on va parler de Martin. Alors Martin, dès sa première intervention dans l'épisode, j'ai adoré. Je le trouve marrant, beaucoup plus social que je l'imaginais. Dans son portrait, j'avais dit que ce serait sa plus grande faiblesse. Et finalement, il a l'air hyper bien intégré, que ce soit sur le camp à 20 que sur le camp des rouges. Et en plus, il me surprend en épreuve, il a fini deuxième du combattant. Il a été leader sur la deuxième épreuve. Et il a fait le feu avec l'aide d'autres personnes, il l'a pas fait tout seul, mais il a été le principal instigateur pour le feu. Et donc, Martin, pour moi, c'est le candidat qui s'est le plus révélé cet épisode. Alors, je pense que Nicolas reste le MVP, mais si on devait effacer les chefs d'équipe, Martin serait clairement premier. Il y a aussi Rudy que j'aime beaucoup. Rudy, c'est plus pour son côté chill, père de famille vraiment cool, on a envie d'être son pote. Alors, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant sur lui pour l'instant, mais voilà, juste le profil du bon gars, mais pas inintéressant. Il y a d'autres profils de bon gars que j'aime moins. Mais voilà, Rudy, aussi un bon petit coup de cœur, j'aime beaucoup. J'ai envie de maintenant de passer à Emin. Alors Emin, il nous a sorti une masterclass en disant qu'il ronflait pour affaiblir ses adversaires. Incroyable. Ça a fait réagir tout le monde et a raison. C'est c'est hyper marrant. Mais Emin, je me pose une question sur lui, c'est que Laurent Descartes a révélé qu'Emin était assez proche de pas mal de candidats avant de faire sa saison. Et donc ça me fait poser des questions sur, non pas son envie de venir, je suis certain qu'il s'inscrit vraiment depuis 20 ans et qu'il a très envie de venir, etc. Mais est-ce que la prod l'aurait pas choisi parce que justement, il connaissait déjà un peu les ficelles et qu'il voulait quelqu'un qui serait capable de bien gérer son image. Car on sait que la production depuis plusieurs années prend surtout des candidats qui savent gérer leur image et qui vont pas trop faire de vagues sur les réseaux, ou des candidats qui ont déjà fait de la télé, qui sont des sportifs professionnels ou des professionnels de l'image. On commence à avoir beaucoup de ce genre de profil et je trouve que ça perd en authenticité. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Après, Emin a l'air très très cool, donc j'en ai un peu rien à faire pour son cas à lui. Mais j'ai très peur que des candidats soient aussi sur des listes de casting de gens qui ont juste envie de passer à la télé et qui savent juste très bien gérer leur image et pas juste des gars lambda qui se sont inscrits pour koh et rien que pour koh. Je passe maintenant à Esteban. Alors Esteban, je trouve son cas très intéressant car le premier truc qui s'est passé dans l'épisode, c'est Esteban qui, après avoir sauté dans l'eau, a attendu ses camarades pour vérifier s'ils arrivaient à s'en sortir durant la nage, etc. Et j'arrive pas à savoir si c'est naturel ou si c'est volontaire. Esteban, c'est un vendeur. Il sait très très bien gérer son image auprès des autres. Il arrive très bien à se rendre sympathique. Et je pense qu'il l'est naturellement, hein, aucun souci là-dessus. Il a l'air très sympa. Mais dans un jeu comme ça, où chacun de tes gestes peut compter, ce serait très malin de sa part d'avoir fait exprès de faire ça, d'avoir directement des alliés.
Mais je me pose vraiment la question de si c'est naturel ou pas. Parce que on n'a pas vu un côté stratégique prononcé pour l'instant. Mais voilà, putain, s'il a fait exprès d'aider les autres pour se faire bien voir, c'est trop bien. Ça le rendrait encore plus intéressant que maintenant. Donc voilà, Esteban, je te regarde de près. On passe maintenant un peu à l'équipe jaune. Alors l'équipe jaune, j'ai pas grand chose à dire, la plupart des candidats m'intéressent pas trop. Ils sont un peu fades. Mais je voulais parler de deux candidates qui, je pense, iront très loin, alors qu'on les a pas trop vues pour le moment. C'est Clémence et Laura. Alors elles, je pense, j'ai l'intime conviction qu'elles iront hyper loin. Et j'ai aucun argument pour ça. Mais je sais pas, leur profil d'un peu suiveuse d'un groupe sans en être les leaders me fait dire que leur groupe stratégique ira assez loin et que elles seront pas trop mises en danger. En plus, j'ai eu la confirmation que les deux venaient de la même ville, donc peut-être qu'un peu comme Lucie et Maxine, elles se connaissent peut-être au moins de nom. Bon, elles ont quand même 6-7 ans d'écart, je crois, donc c'est un peu difficile de se connaître. Mais c'est une petite ville de 20 000 habitants, il y a quand même possibilité qu'il y ait une connaissance commune ou quelque chose, donc forcément ça rapproche. Elles formeraient donc peut-être un binôme, et je vois bien aussi Quentin se lier à elle. Quentin, il a aussi le profil du mec sympa qui va loin, peut-être pas jusqu'au bout, je le vois bien être éliminé par exemple sur une épreuve éliminatoire, mais avec son histoire un peu triste, etc., il a déjà son parcours de gagnant qui est déjà créé, quoi. On a déjà envie de lui donner les 100 000 euros pour que sa vie se passe mieux. Donc voilà, ces trois-là, chez les jaunes, je les aime pas beaucoup. Il y en a même qui sont parmi les candidats que j'aime le moins, mais je les vois vraiment aller super loin. Donc c'est ma prédiction pour cette saison. On verra si je me plante. Pour finir ces faits marquants, je voulais bien sûr parler de Grace, qui est peut-être la MVP de cet épisode. Elle a fait franchement une excellente performance au parcours du combattant. Je m'attendais à ce qu'elle soit dans les dernières, et elle a fini dans le trio de tête. En plus, sur le camp, tout le monde la voulait sur son équipe. Elle a l'air hyper appréciée. Elle est honnêtement assez marrante. Pour quelqu'un qui est pas forte en survie, je trouve que ses interventions étaient plus drôles que dérangeantes. En général, les candidats qui voilà, ont peur des insectes comme ça peut vite devenir un peu énervant parce qu'on a envie de leur dire qu'il faut koh et qu'ils ont rien à foutre là. Mais Grace, ça m'a pas dérangé. Donc elle a vraiment ce côté mère de famille qu'on a envie de soutenir, quoi. Et elle a été leaduse aussi sur la seconde épreuve. Non, Grace, elle a vraiment surpris sur cet épisode. Et j'aimais déjà son profil durant les portraits, mais j'y voyais pas non plus quelqu'un qui allait loin. Et là, je pense que ça va être vraiment une candidate hyper marquante de la saison. Donc, Grace, stylé de fou. On passe maintenant sur la dernière partie. Je vais parler du conseil. Pour parler du conseil, il faut évidemment faire un point récapitulatif de la situation chez les jaunes. Chez les jaunes, il y a 3 ou 4 groupes qui se sont formés. Un groupe de 6, extrêmement majoritaire, composé de Nicolas, Grace, Frédéric, Quentin, Clémence et enfin Laura. On a un binôme composé de Tania et Benjamin. Et on a Célia et Gilles qui semblent un peu plus seuls, même si Gilles semble vraiment proche du groupe de 6 et ça m'étonnerait pas qu'il y soit très intégré, même si on nous l'a un peu montré comme isolé dans cet épisode. Je pense que Gilles est vraiment safe pour le coup et que Tania et Benjamin sont beaucoup plus en danger que lui. Mais c'est donc Célia qui est toute seule et Tania qui seront visées par les votes. Tania parce que elle ne fait rien sur le camp et parce qu'elle n'a pas énormément prouvé sur les épreuves. Et Célia parce que c'est l'éternelle doyenne, qu'elle a été assez moyenne aussi sur les épreuves. Et aussi parce que
elle n'a pas du tout pensé à se sociabiliser. Alors pour moi, Célia s'est auto-sabotée. Elle a fait n'importe quoi durant cet épisode. Elle a tenté un bluff ridicule avec un bout de bois en faisant croire qu'elle avait trouvé un truc. Sauf que ben c'était qu'un bout de bois et donc du coup les gens ils ont dit qu'ils l'avaient déjà vu. Et elle a même pas dit ah là là c'était une blague machin. Non, elle a vraiment dit premier degré, ah bah mon bluff a pas fonctionné, bah je me casse et tout. Enfin, c'était pile le moment pour en rigoler avec les autres et dire putain, ma blague a pas marché. Enfin, il y avait vraiment un truc à faire, même avec cette histoire. Et directement s'enfuir pour aller chercher des armes stratégiques, c'est pas la bonne idée. Célia, moi, je l'avais directement dit en voyant son portrait. Il faut qu'elle se sociabilise, elle a l'air vraiment gentille. Et sinon, elle va sortir en première, c'était sûr. Mais en se sociabilisant, elle pouvait largement tenir quelques épisodes. C'est ce que j'avais dit en voyant son portrait, et c'est ce qui s'est passé, elle ne s'est pas sociabilisée, et donc elle est sortie directement. Alors qu'il y avait large moyen, il y avait plein de gens qui avaient l'air un peu saoulés de Tania, surtout qu'elle forme un binôme avec Benjamin, donc autant casser le binôme. Là, le groupe de 6 a juste splitté les votes entre elle et... entre Célia et Tania, mais si Célia s'était un peu rapprochée d'eux, en se vendant un peu, en leur disant que au moins elle est pas en binôme, que de toute façon ils pourront la sortir quand ils veulent, etc. Ils l'auraient peut-être gardé un ou deux épisodes de plus. Puis après, derrière, avec un swap, ou un talisman du feu sacré, ou un collier d'immunité, elle aurait encore pu s'en sortir. Enfin, il y avait large moyen de s'en sortir, mais elle a fait n'importe quoi. Elle a même tenté une stratégie en voulant rallier Benjamin, Gilles et Tania à elle, mais c'est la pire stratégie que j'ai jamais vue. Enfin, tu fais pas une stratégie en minorité si t'as rien pour. Si t'as même pas d'armes pour t'en sortir. Enfin, Gilles, Tania et Benjamin n'allaient pas te suivre et mettre encore plus leur peau en danger, alors qu'ils savaient pertinemment que ce serait Tania ou Célia qui seraient éliminés. Enfin, ça n'a aucun sens. Puis son départ, il est assez mauvais. Elle met clairement la faute sur Tania et Benjamin, alors que bah, ces derniers avaient totalement raison de voter contre elle. Un départ un peu rageux, bon, c'est dommage, mais elle m'a quand même fait un peu de peine en disant que ses enfants ne seraient pas fiers d'elle, etc. Donc, on se souviendra pas de toi, Célia, c'est dommage, mais c'est comme ça. L'éternel, l'éternel first boot hein, de koh. Donc voilà, c'était mon avis et mon analyse de l'épisode 1 de koh le feu sacré. Un épisode en demi-teinte quand même. Je l'ai trouvé plutôt mauvais par rapport aux premiers épisodes des dernières saisons. Les premiers épisodes des armes secrètes, du totem maudit, des 4 terres étaient beaucoup plus intenses et on avait déjà beaucoup plus d'accroche avec les candidats, je trouvais. Mais par contre, il amorce vraiment de bonnes choses. On a ce feu sacré qui n'a pas encore montré toute sa splendeur, donc on attend de voir. On a tout ce qui se passe autour d'Elena, qui a l'air super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir si elle va se faire sortir ou si elle va réussir à s'en sortir et découvrir que tout le monde voulait la sortir. Ça peut amener vraiment à des confrontations vraiment, vraiment intenses et très cool. On a un teaser qui nous annonce des débuts de tension dans chaque équipe, que ce soit chez les jaunes ou chez les rouges. Donc je pense que ça va monter crescendo. Là, tout le monde était gentil, tout le monde était mignon. Mais quand ça va commencer un peu à s'embrouiller et jouer stratégiquement, je pense que la saison peut vraiment devenir excellente. Parce que, ok, cet épisode était moyen bon par rapport à des épisodes qu'on peut avoir d'habitude. Mais je préfère un premier épisode qui pose bien les bases, même s'il est pas très ouf, mais qui derrière ne fait que monter en intensité et devient incroyable de bout en bout. J'ai aussi quelques prédictions. Je pense que le feu sacré va être très important chez les rouges et beaucoup moins chez les jaunes. Je pense qu'il va y avoir le feu sacré qui va soit sauver Elena, soit qui va permettre son élimination. Ça va être l'un ou l'autre. Il va pas être neutre dans cette histoire, je pense, le feu sacré. Nicolas a l'air assez proche d'Elena, vu qu'ils ont tous les deux gagné la première épreuve. Donc c'est possible qu'il veuille la protéger.
Mais si c'est pas Nicolas qui l'a, alors ça voudra dire que c'est un rouge qui l'aura. Et donc si c'est un rouge qui l'a, à voir comment il est donné. On n'a pas encore cette information. Mais voilà, je pense que j'ai très peur que le feu sacré sauve Elena en éliminant par exemple un Alexandre. Mais il pourrait très bien aussi éliminer Elena en imaginant par exemple que Alexandre réunisse 3-4 personnes pour voter contre elle, mais que ce soit pas la majorité, mais que la personne que le groupe d'Elena vote se fasse protéger et donc entraînant l'élimination d'Elena, ça pourrait être excellent. Voilà, je pense en avoir fini avec cet épisode. Un peu longué, j'essaierai peut-être de raccourcir, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est les débuts de saison, il se passe pas mal de trucs, donc on a envie de parler un peu de tout. Et je suis quelqu'un qui adore parler, donc j'essaierai quand même de réduire un peu les prochains épisodes. Parce que même pour moi, c'est un peu longué d'enregistrer tout ça. Je suis très content que koh ait repris. La saison a l'air trop cool. Honnêtement, même si j'ai pas très apprécié cet épisode, je suis vraiment hype pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode de koh. Passez un bon épisode et à la prochaine.